Bonjour, nous sommes le 21 février 2022, lundi 21 février 2022, avec une journée qui était pendant la nuit, nous avons eu de la grêle. Nous avons eu de la grêle et plus une tempête. Après la tempête Eunice, ben, nous avons subi une nouvelle tempête et avec des grêles qui ressemblaient à des petites billes et qu'il est en train de pleuvoir, donc la météo ne s'arrange pas. Mais sachez qu'on est toujours en hiver, donc c'est tout à fait normal que l'on ait une météo qui soit de ce style-là, donc euh, en espérant que les jours qui vont suivre vont s'améliorer. Alors ici je vais définir les polynômes. La définition des polynômes exactement. Alors tout dépend comment on peut entrevoir la notion de polynôme. La notion de polynôme peut être entrevue par deux choses, soit une suite, de valeurs, hein, ou alors par une somme, de produits. Alors, elle peut être définie comme une suite de valeurs ou une somme de produits. Alors, je vais d'abord voir le cas de la définition d'une somme de produits. Alors, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit sur les polynômes, je vais vous montrer un cas de figure sur la congruence. Alors, la congruence, voici la congruence, hein, définition de la congruence. Je vais voir ça pour bien vous faire comprendre la notion de polynôme et d'autres choses, hein, sur quoi est basé en fait, en gros, les mathématiques, notamment voilà, les polynômes et la congruence, en gros, ben, et autre chose, c'est basé aussi sur ça, mais je vais prendre la congruence pour bien comprendre la chose. Voilà, ici j'ai pris la congruence, il existe la congruence circulaire et modulaire. Alors la congruence circulaire, bon, c'est quelque chose qui se répète à chaque fois, par exemple dans un cercle, mais on peut avoir la congruence rectangulaire. Il y a la circulaire et la rectangulaire. Alors la circulaire, vous la retrouvez en trigonométrie. Quand vous prenez un point du cercle, ben, ce point peut être à une multitude d'angles. Voilà, c'est alpha, cet angle-là, par rapport bien sûr à un zéro. Voilà, cet angle alpha, bon, qui peut être aussi négatif, hein, bon, ce sont des angles orientés. Contrairement en géométrie, là on a un angle qui est positif. En géométrie, hein, c'est en trigonométrie, on retrouve un angle qui est positif et négatif, une orientation positive et une orientation négative. Mais en plus de ça, alpha est infini, enfin une tendance infinie. Il peut y avoir une tendance plus l'infini, une tendance moins l'infini. Ça veut dire que vous pouvez prendre moins 1 milliard comme angle. Chose que vous ne pouvez pas faire en trigonométrie. En géométrie, je m'excuse. En géométrie, là, l'angle va de 0 à 360 degrés. Voilà, donc déjà là, en géométrie plane, l'angle il est limité à 360. Bon, voilà, il est limité à 360. Mais en trigonométrie, là, l'angle il peut valoir, voilà, c'est un nombre réel, il peut valoir ce qu'on veut. Mais bien que ce soit un nombre réel, sa position revient à chaque fois au même endroit sur un cercle de 360 degrés. Ça veut dire que là, on a un multiple qui peut venir, par exemple, on a alpha, bêta, tout angle bêta est égal à alpha à 360 degrés près, avec un k appartenant aux entiers, z. Donc k c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou moins 1, moins 2, moins 3, 0 compris. Donc vous pouvez, je veux dire, parcourir le cercle de manière positive ou négative via un coefficient k qui est un multiple de 360. Voilà. Mais si vous faites alpha plus 360 fois k, ben vous retombez sur ce qu'on appelle la congruence. Alors là, on aura n fois k. N ici valant 360, bien sûr, hein, c'est la congruence. Bon, ici, c'est une congruence d'angle, c'est une congruence modulaire d'angle, mais on peut retrouver la congruence A plus nk, la congruence rectangulaire. B est égal à A plus nk.
voilà, la congruence rectangulaire. Je peux en faire une à l'aide d'un tableau. Je vais mettre ici, je vais faire la division par 5. Donc je vais mettre 1, 2, 3. Bon, je ne sais pas si je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous devez revenir ici. 6, 7, 8, 9, 10. Puis vous devez revenir ici. 11, 12, 13, 14, 15. Et ça, vous venez de créer, je veux dire, une congruence. Puisqu'ici, si je divise par classe, vous avez les classes qui donnent un reste 1. Celui-ci donne un reste 2. Cette classe-là donne un reste 3. Cette classe-là un reste 4. Cette classe-là un reste 5. Bon, je peux mettre des négatifs, hein, c'est pas un problème. Alors ici, je fais 10 moins 5. 10 moins 5 moins 5, ça fait 0. 4 moins 5 moins 1. Voilà, 3 moins 5 moins 2. 2 moins 5 moins 3, puis on aura moins 4, et je peux continuer, hein, ça peut, bon, avoir un tableau qui est aussi infini, tout comme l'est le cercle trigonométrique, les angles du cercle trigonométrique est infini, mais sur une congruence rectangulaire ou circulaire, les deux peuvent être infinis. Quoi qu'on peut limiter, hein, on peut limiter le tableau rectangulaire, vous pouvez le limiter, voilà, mais en tout cas, on peut faire une partition en classe, et donc vous allez créer ce qu'on appelle une classe ici, Z, un ensemble quotient, Z sur Z6, avec bien sûr muni de lois. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Elle est munie de lois. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la congruence. Voilà, c'est créer des classes. Voilà, modulo, c'est-à-dire modulo c'est le reste de la division par n. Donc ici j'ai pris n égale 5. Enfin ici c'est 5, hein, c'est pas 6. Je sais pas pourquoi j'ai mis 6, mais voilà, c'est congruence modulo 5. On fait la division par 5 et on regarde le reste. Alors je crée la classe qui donne un reste égal à 1, une classe qui donne un reste égal à 2, une classe de reste qui donne 3, bien sûr par division par 5, hein, celle qui donne 4, etc., etc. Alors pourquoi je parle de ça alors que je dois parler des polynômes? Eh bien justement, c'est pour vous montrer la définition de congruence basée sur les ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une congruence? Mais ça dépend de l'ensemble et de la loi. Alors les lois, c'est soit plus, soit fois, ou soit les deux en même temps. Alors par exemple, si je prends la congruence de modulo dans un anneau commutatif, on aura un anneau quotient. Ça définit un anneau quotient. Alors si vous prenez, bien sûr, R plus fois, un anneau commutatif qui est un champ, c'est le champ R plus fois. Donc un champ, il faut bien sûr un groupe commutatif, et puis après, bon, il faut autre chose en plus. Et là, vous manipulez les réels, des réels, et deux lois, plus et fois. Plus et fois. Et alors, vous définissez la congruence modulo L dans un ensemble qui est un anneau commutatif, c'est-à-dire un champ, où il y a les deux. Bon, il y a des relations entre les deux lois, plus et fois, et bien sûr, on a des réels qui sont pris en compte d'ensemble. Donc, vous voyez que la manipulation d'ensemble, comme je vous l'ai dit, est extrêmement importante. Ça dépend dans quel ensemble vous êtes, c'est ça que je veux dire. Donc, pour définir les polynômes, ça va être la même chose. Ça dépend de la définition. Définir un polynôme dépend de quel ensemble vous allez prendre et quelle structure fait face à cet ensemble de nombres. Alors, la structure, c'est peut-être une loi. Vous manipulez soit une loi star, soit une loi plus, soit une loi fois. Vous pouvez avoir un groupe avec la loi plus, un groupe avec la loi fois. Vous pouvez avoir un champ avec la loi plus fois. Voilà, on peut avoir toujours toutes sortes de structures. On peut avoir un groupe, un demi-groupe commutatif. On peut avoir voilà, etc., etc. Un anneau unital, etc. Donc vous voyez qu'on peut avoir pas mal de structures existantes. Et il en est de même pour les polynômes. Dès le moment où vous choisissez un ensemble, ben, il y a une structure sur cet ensemble sur les lois plus et fois. Et donc, en continuant à parler sur la congruence, ben, ça c'est une définition de la congruence face à un anneau. Ben, on n'a pas toujours des anneaux. Maintenant, vous pouvez prendre un autre ensemble. Alors là, la définition va changer. Bon, si vous prenez une congruence modulo H dans un groupe, quand H est un sous-groupe de G, donc là, on a pris un sous-ensemble d'un groupe, H est un sous-groupe de G, et là, ça change. La congruence sera définie comme H est un sous-groupe distingué. Voilà. On va construire un ensemble quotient,
Et donc H sera un sous-groupe distingué. Voilà, un sous-groupe distingué. Bien sûr, la relation d'équivalence est toujours là, hein. C'est-à-dire, relation d'équivalence, en modulo, on a la symétrie RST. RST, c'est réflexivité, symétrie et transitivité. C'est-à-dire que réflexif, bon, si vous prenez un élément, 5, 5 modulo 5, on va dire 5 est modulo de lui-même. Il est le modulo de lui-même. Bien sûr, si je prends A, et je prends un exemple. Ici. Alors 7 est a le même reste que 2. 7 a le même reste que 2. 12 a le même reste que 2. Voilà, donc là, ils sont, on va dire, congruents. 12 est congruent modulo 5. 12 est égal à 7 congruent modulo 5. 2 est égal à 12 congruent modulo 5, etc. Mais la réflexivité, c'est 2 est égal à 2 congruents modulo 5. Donc, ils sont tous réflexifs sur eux-mêmes. 7 est égal à 7 congruent modulo 5. 12 est égal à 12 congruent modulo 5. 17 est égal à 17 congruent modulo 5. Donc, ils sont tous modulo sur eux-mêmes. Donc, ils sont tous congruents modulo n sur eux-mêmes. Donc, on a une relation de réflexivité. Alors, il y a une symétrie. Symétrie, ça veut dire que si vous prenez 2 est congruent à 7, parce qu'ils ont le même reste, voilà, mais 7 est congruent à 2. Donc, il y a une symétrie. Et la transitivité, si 17 est congruent à 12 et que 12 est congruent à 7, c'est que 17 est congruent à 7. Donc, il y a une relation de réflexivité, symétrie, transitivité, donc on a une relation d'équivalence. Donc, les classes ici, ce sont des classes d'équivalence. Ce sont des classes d'équivalence. Elle est basée sur la réflexivité, symétrie, les propriétés de réflexivité, symétrie et transitivité. Donc, ce sont des classes d'équivalence, et on crée comme ça des classes quotients. Des classes quotients. Mais le problème, c'est que la définition justement de ces classes quotients dépend de l'ensemble de départ et de sa structure. Ici, vous voyez que si je prends un anneau unital avec un anneau unital, je vous rappelle qu'il y a deux lois dessus. Voilà, ici ils ont pris R plus et fois, ils ont pris l'ensemble R. Eh bien, là, la relation d'équivalence sera définie dans un anneau quotient. Dans un anneau quotient, puisque vous avez pris au départ un anneau commutatif R plus fois. Donc la définition sera la relation d'équivalence dans un ensemble quotient qui est l'ensemble anneau, qui est un anneau quotient. Alors maintenant, si vous prenez une congruence modulo H dans un groupe G quand H est un sous-groupe, là on a autre chose comme définition. Cette relation est une relation d'équivalence permettant de construire un ensemble quotient qui, si H est un sous-groupe distingué, est un groupe quotient. Ici, on aura un groupe quotient, alors qu'auparavant, on avait un anneau quotient. Là, on a un groupe quotient. Et maintenant, si vous prenez un demi-groupe, voilà, G star est un demi-groupe, pour toute relation d'équivalence compatible avec la loi star, cette définition est plus large que la précédente. C'est normal, pourquoi? Parce que le problème ici, on ne va plus parler de congruence modulo. Voilà, ça, c'est un problème. Voilà, donc vous voyez que la définition diffère, c'est ça que je veux dire. Bien qu'on parle de modulo, de congruence de modulo n, suivant l'ensemble que vous prenez, c'est normal que ce n'est pas la même structure, donc les propriétés ne seront pas tout à fait la même chose, donc on ne peut pas les considérer comme des mêmes ensembles avec les mêmes lois. Donc on a, s'il vous plaît, si vous voulez, des ensembles surstructurés suivant une structure bien définie. Un anneau n'est pas un groupe, et encore moins un groupe n'est pas un demi-groupe. Voilà, donc suivant la structure d'ensemble, G étant l'ensemble, ici il y a G, H étant un sous-groupe, c'est un sous-ensemble de G. Donc on a des ensembles qui est R, G, ici H, voilà, ce sont des ensembles avec des lois R plus voire star, ici c'est la loi star. Et ici c'est la loi star. Alors Y-1 c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse. Voilà, c'est
C'est l'inverse. Alors ici, ici c'est la multiplication, enfin c'est la loi star. C'est la loi star. Donc vous voyez que vous avez des définitions de la congruence modulo donnée en fonction de l'ensemble et de la structure de départ. Eh bien, pourquoi je parle de ça? Parce que les polynômes, c'est pareil, c'est strictement pareil. Suivant les polynômes que vous allez avoir en face de vous, ben, c'est pas les mêmes ensembles, donc c'est pas les mêmes structures, donc il faudra faire attention à certaines lois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les polynômes? Bon, les polynômes, on peut les additionner, les multiplier, les diviser et les soustraire. Mais on peut aussi faire des exposants, qui est une série de multiplications. Donc attention à la loi diviser, parce que généralement on ne peut pas diviser par n'importe quoi. Voilà, quand vous faites une division normale, je ne prends pas les polynômes, mais des nombres normaux. Si vous faites A divisé par B, ben, B doit être différent de 0. Hein. Donc vous voyez que la division inclut, je veux dire, une conséquence d'un nombre qu'on doit rejeter, qui est le 0. Donc la structure en division n'est pas, voilà, n'est pas la même que la structure en multiplication, parce qu'en multiplication, on rejette pas, on rejette rien, ni en addition. Hein. Voilà. Par contre, en division, il faut rejeter le 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc la structure n'est pas la même. Voilà. Et donc dans les polynômes, il y aura des divisions, donc il faudra faire attention à ces divisions de polynômes. Quand on fera des divisions, il faut faire attention. Donc ceci étant dit, la première chose à voir dans les polynômes, c'est la chose suivante, c'est que, bon, on a un polynôme P de x, x étant l'indéterminé, et c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc on a un degré plus petit ou égal à n. Alors si A0 est différent de 0, on aura un polynôme exactement, le polynôme sera de degré exactement égal à n. Il sera exactement égal à n. Si A0 est différent de 0. Voilà, donc si A0 est différent de 0, on a un polynôme qui est exactement égal à n. Alors, le polynôme nul, son degré, c'est moins l'infini. On attribue au polynôme... alors, polynôme nul, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est 0 plus 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0. En fait, c'est 0, 0, 0, 0. Bon, ça, donc, en fait, c'est 0. Polynôme nul, le polynôme nul, son degré du polynôme nul égale moins l'infini. On attribue au polynôme nul le degré moins l'infini. Alors si on a une constante, le degré si on n'a qu'une constante, son degré c'est 0. Hein. C'est normal parce que c'est x exposant 0 qu'on a ici. Voilà, donc ça c'est la première chose à voir. Ici, si vous avez tous les AK qui sont présents, on a un polynôme qui est complet. Voilà, et maintenant, il sera ordonné si vous avez bien sûr ordonné dans le sens, ici il est ordonné dans le sens des n du plus grand au plus petit, donc l'écriture va du plus grand à gauche et du plus petit à droite. Donc on aura une structure du polynôme qui est AN, qui sont AN, AN-1, AN-2, AN-3, etc., qui sont les coefficients, X qui sont les indéterminés, et N qui sont les puissances. N, N-1, N-2, jusqu'à enfin, vous descendez à 0, qui est le terme indépendant. X0, ça fait 1. X exposant 0, ça fait 1. Donc A0, ça c'est le terme indépendant. Et si le terme indépendant existe, qui est différent de 0, ben, on aura un polynôme exactement égal à n. Et donc vous voyez que ici, la définition est une écriture sous forme de somme de produits. Alors avec une indéterminant et un coefficient, AK. Alors première chose à savoir, c'est que ce n provient d'un ensemble. Alors il faut déjà définir un ensemble. Alors l'ensemble des naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusque... Ben, il n'y a pas de jusque, ça a une tendance infinie, plus infinie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Voilà, donc déjà le n, il appartient au naturel. Voilà. Alors le n appartient
au naturel. Ça, c'est déjà une chose. Et je vous avais dit que, quand j'ai vu la congruence ici il y a un instant, j'avais dit que ça dépendait des ensembles qu'on traitait. Ça, c'est d'une chose, et ça dépendait des lois. Mais déjà, ici, on a le n qui doit absolument être un entier. Parce que s'il n'est pas entier, c'est pas un polynôme. Voilà. Donc, le polynôme ici, vous devez avoir absolument des exposants entiers. C'est un polynôme à exposant entier. Et c'est obligatoire d'être entier pour être un polynôme. Voilà. Ceci étant dit, ça, c'est la première des choses. La seconde, le x, c'est l'indéterminé. Alors, le x, bon, ça dépend. Le x, qu'est-ce qui peut être? Le x, ça peut être des réels, ça peut être des complexes, ça peut être des rationnels, peu importe. Bon, en tout cas, x appartient à un ensemble donné K. Voilà, le x. Alors, par exemple, l'indéterminé, si je remplace une valeur, je vais appeler alpha la valeur plutôt que t, là, x égale alpha, qui est une valeur, alpha est un nombre, alpha appartient à K d'un ensemble, hein, c'est un ensemble, peu importe, on s'en fout de l'ensemble. Voilà, bien là je viens de définir l'application polynôme. Donc c'est-à-dire que je peux mettre dans ce polynôme n'importe quelle valeur pour ressortir une valeur. Dans l'application polynôme, on ressort une valeur. Donc si vous faites p x égale alpha, ben, vous allez remplacer dans x le alpha. Alors vous allez trouver bien sûr un nombre hein, qui est bêta. Et il est unique ce nombre-là. Ce nombre est unique parce que justement c'est une application. Une application, vous avez toujours un résultat et ce résultat est unique. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de résultat. Supposons que le polynôme fasse comme ça. Voilà. Est-ce que ça c'est bon? Ben oui, parce que là on a un résultat. Ici pour un x donné, on a un y. Pour un x donné, on a un y. Ben voilà. Par contre, ça vous ne pouvez pas avoir. Un polynôme qui fait ça, c'est pas possible. Parce que là, à ce moment-là, vous avez trois résultats, c'est pas une application. C'est déjà pas une fonction, encore moins une application. Donc, je vous rappelle que une application, on a toujours un résultat, ça c'est une chose, et ce résultat est unique. Donc ici, on a toujours un résultat que j'appelle, si vous remplacez par un nombre alpha, je vais trouver un nombre bêta. Et ce nombre appartient bien sûr à un ensemble K. Alors maintenant, comment définit-on le polynôme? Le polynôme va être défini par rapport au coefficient que vous avez ici. Voilà. Alors tout d'abord, le K, qu'est-ce que c'est? Le K, il appartient à un ensemble qui est I. Alors qu'est-ce que c'est que cet ensemble I? I, c'est un ensemble, un sous-ensemble de N. Et ça permet d'avoir des indices. Alors, bon, dans ce cas-ci, si le polynôme vaut 3, vous aurez K va varier de 1 à 3. Donc on aura 0, 1, 2, 3. Si le polynôme n vaut 4, on aura 0, 1, 2, 3, 4. Si le polynôme vaut 5, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ce polynôme, AK, ben, K appartient à l'ensemble I. I est inclus dans N. Voilà. N, je vous rappelle que N, c'est un nombre entier, hein, obligatoirement, parce que c'est un polynôme. Et le AK, ben, il peut appartenir à des différents ensembles. Alors par exemple, si j'écris polynôme de degré n, qui est une application de R vers R, qui a x, l'indéterminé x fait correspondre Pn de x. Bon, les indices ici vont aller de 1 à n, hein. Voilà, de 1 à n. Enfin, ils vont aller de 0 à n. Parce que les indices, dans la sommation, les indices varient de 0 à n. Donc le premier c'est 0, puis on a un bond de 1, 1, 2, 3, 4, ou un pas de 1, et bon, vous allez jusqu'à n. Voilà. Ici je pris un exemple d'un polynôme supérieur au degré 8, 10, enfin 10, un degré, allez, je prends un rang qui vaut 20, c'est supérieur à 20, ou 30, ou 40, peu importe. Donc ici le coefficient AK, ben, il est réel. Donc là, à ce moment, on va parler de polynôme à coefficient réel. Comme on parlait dans les congruences, ben, des congruences, la définition va dépendre de l'ensemble de départ. Ben, ici, la définition de polynôme vue comme somme de produits,
et même comme suite d'ailleurs, va dépendre du AK. Que ce soit une suite, qu'elle soit vue comme une suite ou comme une somme de produits, qu'elle soit vue comme une suite ou une somme de produits, la définition va dépendre de l'ensemble que vous allez prendre. Voilà, des ensembles. Alors ici, je vous ai pris un cas de figure. Ben, voilà, l'indéterminé est réel. L'indéterminé est réel. Alors donc ici, le K appartient à I, qui est inclus bien sûr dans N. Et en plus de ça, le AK, qui est ce qu'on appelle le coefficient, lui, il appartient à un ensemble K. Et alors, tout dépend du type que vos K. Alors, K, ça peut être R, les complexes, les Q, ça peut être les complexes dont j'enlève le 0. Et ça, c'est le cas, par exemple, d'une division. Si je fais une division, je ne peux pas prendre les complexes, puisque je dois enlever les complexes sauf 0 plus 0j. Je ne peux pas diviser par 0 plus 0j. Donc la structure, vous voyez que je dois retirer 0 plus 0j. Donc on va pas... pour la division, ça sera une structure C star, dont on a enlevé le 0 plus 0j. Alors on peut manipuler bien sûr AK s'il a un coefficient réel. Là à ce moment-là, l'indéterminé, on va l'appeler X. Le polynôme qu'on va ressortir en application, enfin en sortie, ce sera Pn de X qui est égal à somme des AK xk pour k égale 0 jusqu'à n égale, bon je sais pas moi, 10, 10, 20, 30, peu importe, on s'en fout. Moi ici je prends un cas de figure n égale 10. Là vous avez un polynôme. Alors je vous rappelle, le polynôme peut être complet, il peut être ordonné ou désordonné, mais généralement on l'ordonne. Il peut être complet ou incomplet. Voilà. Il peut avoir un terme indépendant, comme le terme indépendant n'est pas forcément là. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Voilà, ici j'ai deux cas de figure. Ici le K, il vaut R. J'ai pris K égale R. Voilà. Ici j'ai pris donc la définition d'un polynôme à coefficient réel. Voilà. Et là j'ai pris une définition pour K égale les complexes. Donc vous avez un polynôme à coefficient complexe. Donc bien sûr un polynôme de degré n. Voilà. Rn. Alors pour mettre le degré du polynôme, je peux le mettre ici. Voilà, Rn. Je peux le mettre ici, hein, c'est n. Pour dire que c'est degré n, c'est juste ça. Pour faire savoir que c'est degré n. Voilà. Et là, ce qui va changer, ben, là on a une application de R vers R, alors que dans les complexes, on a une application de C dans C. Voilà, de C dans C. On manipule un autre ensemble de nombres qui sont les complexes. Alors je vous rappelle que on a les réels, l'ensemble des nombres réels, et les complexes sont dessus. Hein. C'est un ensemble qui a été réinventé pour trouver des solutions aux racines carrées négatives, ou racines, on va dire, paires, ou racines paires, donc 2, 4, 6, 8, etc. Voilà, quand c'est négatif à l'intérieur, on ne peut pas avoir de négatif à l'intérieur. Donc là, à ce moment, on peut retrouver deux conjugués en étendant la notion, voilà, de trouvaille de solutions par rapport aux équations. Si on n'a pas de solution, si on a une partie des solutions dans R, on peut retrouver les autres solutions qu'on n'aperçoit pas dans un graphique au travers des nombres complexes. Et alors à ce moment, on tombe dans un plan complexe. Voilà. Donc ici, là, ça va changer un tout petit peu. Qu'est-ce qui va changer? Ben, le coefficient ici, il est réel. On a un coefficient réel. Ce que vous allez rentrer dans l'XK, c'est des réels. Voilà. Alors maintenant, si vous avez un polynôme à coefficient complexe, c'est toujours une application, mais cette fois-ci, la variable indéterminée, c'est z, pour dire qu'on est dans les complexes. Hein. On est dans la complexe, c'est un polynôme de degré n dans les complexes. Le coefficient AK, il est complexe. Le z, vous rentrez aussi bien des réels que des complexes, peu importe, on s'en fout. Alors je vous rappelle que la structure, euh,
Vous avez les complexes, les réels, et à l'intérieur, vous avez voilà, n, etc., q, n, q, etc., etc. Bon, normalement, ça s'imbrique, il y a moyen de faire une imbrication, mais c'est pour vous dire que si vous utilisez un coefficient réel, ça veut dire que comme ça s'imbrique, je devrais bien le faire hein, pour faire les imbrications. Je vais vous montrer les imbrications. Alors, on a les complexes, les réels. Alors là-dedans, je peux mettre les naturels, les entiers, les naturels. Voilà. Ici, bon, je vous ai fait qu'une partie. Je vous ai fait qu'une. On a les complexes, les réels. Je vous ai dit ici, je vais mettre les entiers. Là, je vais mettre les naturels. Bon, je peux mettre aussi les rationnels dans R. Alors, ce qui veut dire que quand vous dites un coefficient dans R, ben, dans R, comme c'est n est imbriqué dedans, je peux mettre des naturels. Hein. Voilà, quand vous dites dans R, là, quand je dis dans R, ben, je peux rentrer des naturels, puisque les naturels sont... n est inclus dans R, donc je peux mettre des naturels. Q est inclus dans R, donc je peux mettre des rationnels. Donc à coefficient réel, vous pouvez mettre des naturels, des entiers, de ce que vous voulez. Parce que tout ça, c'est inclus dans R. Donc à coefficient réel, quand vous mettez X, je peux mettre tout et n'importe quoi, sauf bien sûr des complexes. Ou des autres ensembles qui sont en dehors des nombres réels. Alors, maintenant, si vous mettez des complexes, là vous pouvez mettre des réels, parce que là, n est inclus dans Z. Je m'excuse. R est inclus dans Z. Donc, je peux remettre dans C, je m'excuse, c'est C que je voulais mettre. R est inclus dans C. R est inclus dans C. Ce qui veut dire que, même si c'est un coefficient complexe, je peux mettre dans Z, dans la variable Z, je peux mettre des réels, des rationnels, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Tant que c'est inclus dans les complexes, je peux mettre n'importe quelle valeur dans Z. Voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez manipuler soit des réels, bah alors à ce moment-là, là j'ai un polynôme de degré n à coefficient réel. En l'indéterminé x, je peux mettre des réels. Hein, voilà. Je peux avoir des coefficients, un polynôme de degré n à coefficient. Le n, je peux le mettre là. Bon, je peux mettre Rn. Pour dire que c'est un degré de polynôme n. Voilà, on va écrire ça comme ça. Voilà, Rn. Je peux mettre un polynôme de degré n. Voilà, polynôme de degré n à coefficient complexe dont la variable, l'indéterminé, est appelée z. Alors maintenant, je peux manipuler que des rationnels. Alors un rationnel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une valeur qu'on peut mettre sous forme, bien sûr, Q est dans R. Hein. Q est dans R. Alors qu'est-ce que c'est que les rationnels? C'est tous des nombres qu'on peut mettre sous forme de fraction. Par exemple, 0,5. 0,5 c'est 0,5 0,000. Donc on a une périodicité de 0 après le 5. Dès le moment où on a une périodicité, ça veut dire qu'on sait mettre sous forme de fraction. On a une périodicité illimitée. Donc on sait mettre sous forme de fraction, ça fait 1 demi. Voilà, si je prends 0,333, on a une périodicité qui vaut 3. Et donc ça c'est 1 tiers. Voilà. Et ainsi de suite. Alors si la périodicité peut revenir plus loin, hein. Je peux avoir voilà, une valeur qui est un rationnel, que je peux mettre sous forme de fraction, qui est 0,71, 72, et puis j'ai 44, 44, 44, etc. Toujours. Et là, ça, je sais le mettre sous forme de fraction aussi.
Bon, la période peut valoir 472, 472, 472, 472, mais indéfiniment. Voilà. Donc on peut avoir des périodes qui interviennent pas tout de suite, peuvent intervenir plus loin, mais une fois qu'elles interviennent, elles doivent être illimitées. Hein. La période, une fois qu'elle commence, elle doit ne plus s'arrêter, parce que si elle s'arrête, c'est pas, voilà, c'est pas une fraction. Voilà. Donc ceci étant dit, donc on a les rationnels, et si vous manipulez des rationnels, eh bien, le K, ce sera Q. On peut manipuler des entiers, des coefficients entiers. On peut manipuler des coefficients naturels. Voilà, et ainsi de suite. Donc K, et alors on peut travailler avec Q star, Q, les rationnels sauf 0. On peut travailler avec C star, les complexes sauf 0, les rationnels sauf 0. Voilà, Z star, on peut travailler, bon, on peut faire avec ce qu'on veut, ça dépend l'ensemble que vous choisissez dès le départ. Voilà. Alors, donc, ici, comme je vous ai dit, on a un polynôme de coefficients appartenant, le coefficient appartenant à K, dont l'indéterminé ici est x, voilà, et si on a P de x égale A et à 0, on a ce qu'on appelle le polynôme constant. Le polynôme constant. Si on n'a que A0, c'est le polynôme constant. Donc ça, c'est l'application polynôme, là, ce que vous voyez là. Je remplace par une valeur. Ça, bien sûr, c'est la définition des polynômes. C'est une application. Hein. Voilà, c'est une application polynôme, qui à R fait correspondre, voilà, c'est un coefficient réel, polynôme à coefficient réel, voilà, où x est l'indéterminé. Et là, vous avez deux types de définitions de polynômes, l'un dans un ensemble et l'autre dans un autre ensemble, tout comme je l'avais montré avec les congruences. La congruence peut être d'un ensemble ou d'un autre ensemble, voire de lois différentes. Alors le polynôme a égale 0, ben, c'est le polynôme constant. Et ça, c'est le polynôme nul. Bon, on lui attribue le degré du polynôme, comme je vous ai dit, il vaut moins l'infini. On lui attribue le degré du polynôme moins l'infini pour le polynôme nul. Alors, on peut mettre un polynôme, vous voyez, somme de AK, vu comme somme de produits. Quand vous le voyez vu sous forme de produit, on peut le mettre sous forme d'une matrice ligne fermée. On le met sous forme d'une matrice ligne fermée. Donc vous voyez la matrice. Là, elle est définie comme somme de produits, le polynôme. Hein. Matrice ligne fermée. Je peux le mettre comme ceci. Mais à ce moment-là, si vous faites ça, vous mettez le plus grand ici. Ensuite, celui à qui je viens juste avant. Enfin, ici, je me suis trompé, c'est pas AK. Puisque N, on a N. Bon. Ici, c'est AN. AN. AN-1, AN-2, etc., etc. Donc vous aurez AN, AN-2, AN-3, point virgule, là vous avez trois petits points, point virgule, alors vous allez mettre A, par exemple A3, point virgule A2, point virgule A1, puis A0, et là vous refermez. Vous êtes obligé de refermer le dernier. Donc vous avez une matrice ligne qui est fermée. Voilà. Quand on a une somme de produits, quand c'est vu comme une somme de produits, ben, on a affaire à une matrice fermée où le plus grand, le coefficient du plus haut degré va se mettre à gauche
et puis vous mettez tous les coefficients, voilà, mis dans l'ordre par degré, on va dire décroissant. Donc on aura AN-2, AN-3, A3, A2, A1, A0. Alors quand vous avez une suite, on a une matrice ligne ouverte. Matrice ligne ouverte. C'est une matrice ligne ouverte. Alors la différence, on a ici 3 petits points. Elle est ouverte. Voilà, c'est une matrice ligne ouverte. Alors maintenant, cette fois-ci, ce qui va changer, c'est que là, on va mettre le A0, le A1, le A2, 3 petits points. Vous allez continuer. Vous allez avoir le AN. Et puis, après, c'est tout des zéros. C'est tout des zéros. Et cette matrice est ouverte. Donc vous allez mettre 0, point virgule, 0, point virgule, 0. Alors on peut calculer comme ceci. Hein. On peut faire des calculs directs avec cette matrice ouverte. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas parce que c'est une matrice ouverte qu'on ne sait pas faire des calculs. Il suffit de rajouter quelques zéros. Vous mettez 3 petits points. Et vous avez la matrice ouverte. Et ça, c'est vu comme une suite. C'est vu comme une suite. Vous voyez que les définitions ne sont pas les mêmes là. Mais on sait toujours faire des calculs. Hein. C'est pas parce que bon, on a mis une matrice ligne ouverte que les calculs vont différer. Les calculs restent la même, que ce soit pour l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division euclidienne. Il n'y a rien qui change. C'est juste que bon, on a une matrice ligne d'un côté ouverte et de l'autre une matrice ligne fermée. On a inversé les, comment on appelle ça, les coefficients. La position, c'est une écriture positionnelle. C'est juste une écriture positionnelle, comme quand on écrit un nombre. Quand vous écrivez un nombre via une écriture positionnelle, ben, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est du positionnel. Donc par exemple, un nombre, c'est AN, AN-1, voilà, 3 petits points, A1, A0, voilà, vous avez ça. Bon. Et là, bien sûr, si vous voulez écrire en base 10, ben, vous avez, oui, ici c'est A0, c'est pas A2. C'est une écriture positionnelle, donc vous pouvez écrire A0. Attention qu'ici c'est pas un moins, c'est 3 petits points. Voilà, vous allez écrire A0 fois 10, qui est un polynôme, hein, c'est un polynôme. Voilà, 10 exposant 0. Un polynôme dont le x, on a remplacé par x par 10. Donc on aura 1, 10 exposant 1, plus A2, je m'excuse, plus 3 petits points, plus AN, moins 1, 10 exposant n-1, plus AN, 10 exposant n, bien sûr, ceci vous aurez remarqué que c'est l'écriture d'un polynôme pour lequel le x vaut 10. C'est somme de AK, XK. Donc c'est une écriture positionnelle. Hein. Voilà, c'est une écriture positionnelle. Donc un nombre, c'est une écriture positionnelle. Et donc je peux le retransformer en voilà, de l'écriture positionnelle en base 10 en trouver la valeur exacte de ce nombre. Voilà. Donc c'est bien un polynôme. Alors on va me dire, ouais, mais la définition, qu'est-ce que c'est que cette suite-là? Ben, la suite, c'est la définition, elle est là. Ça vient de la définition des suites. Hein. Bon, si je définir un polynôme par les suites, ben, il faut aller chercher la définition des suites. Il existe n0 appartenant à n, donc n0 est un naturel, c'est ça que ça veut dire. Il existe tel que, quel que soit n supérieur à n0, à n égale 0. Ça veut dire que il existe un rang, un rang pris comme une valeur entière. Hein. Un rang, c'est 1, 2, le rang 5, le rang 6, le rang 7. On ne dit pas le rang 5,7. Hein. Voilà. Voilà. Il existe une position ou un rang appartenant qui va se être pris dans les nombres naturels, puisque c'était le rang 5, rang 10, rang 20, voilà, tel que, quel que soit n supérieur à n0, ben, à n vaut 0. C'est-à-dire que tel que vous prenez un rang supérieur à ce rang donné, voilà, c'est un rang donné, voilà,
eh bien toutes les valeurs s'annulent. Les AN vaut 0. Voilà, les AN vaut 0. C'est-à-dire dans ce cas-ci, ben, vous allez mettre un polynôme ici. Alors je vous rappelle qu'ici c'est le A0, le A0 il vaut 0 ici. Le A0, parce que dans l'écriture des suites on écrit à l'envers. A0 il vaut 0 par rapport à la somme de produits bien sûr. A0 ici vaut 0. Donc là il vaut 0, là il vaut 3, là il vaut 4, là il vaut 5, là il vaut, enfin il vaut 0 là, et là il vaut 5. Et puis à partir d'un rang donné, ben, voilà, tout vaut 0. Et là je continue les 0 en mettant 3 petits points. C'est une matrice ligne ouverte, c'est par les suites. Donc ce qui veut dire que ce polynôme là n'est rien d'autre que, si je dois l'écrire, c'est 5x plus 0x plus 4x plus 3x plus 0x plus, on va l'écrire, plus 0x plus 0. Maintenant je vais mettre les degrés. Voilà. Alors là on a le degré 0, ça c'est le degré 0, degré 1, degré 2, 3x carré, degré 3, 4x cube, degré 4, 4x0, et degré 5, voilà, qui vaut, coefficient vaut 5. Voilà. Donc là on a un polynôme de degré 5, et que pour tout n au-delà de n0, c'est-à-dire le rang ici c'est 5, à partir du 6e rang, le n0 ici vaut 5. Hein. Voilà. Pour tout n au-dessus de 5, ben, tout vaut 0. Ici c'est la position, en fait c'est, attention à ne pas confondre avec le nombre 5, ici c'est la position 5. Hein. Position 5. La position 5 contient 5. Ici, malheureusement, il contient. Ça, c'est le polynôme nul. On l'indique P0. Vous voyez, il y a des zéros partout. Hein, là, c'est le polynôme nul. Voilà. Bien sûr, ne pas oublier vos 3 petits points parce qu'on est en matrice ligne ouverte. C'est défini en tant que suite. Voilà. Et polynôme P2, ben, là, c'est un polynôme, voilà, constant. Sa valeur vaut 1. Tout le restant est nul. Et en fait, c'est 1. P de x égale 1. Voilà. Bon, bien sûr, et ça c'est le polynôme nul. Et son degré du polynôme, enfin, ici, enfin ça c'est pas, je m'excuse, ça c'est le degré de ce polynôme là. Et le degré là, ben, son degré ça fait 0. Parce que c'est une valeur constante. P de x égale 1. 1, ben, c'est 1 fois x exposant 0. Ben, c'est le degré 0, c'est la position 0. Donc, je peux définir sous forme de suite. Attention qu'ici, je vais regarder si c'est bon. Là, le moins 5, il est là. Le 2, on met là. Et le 3, on met là. Et ça, c'est en matrice ligne ouverte, c'est-à-dire sous forme de définition de suite. Maintenant, si vous prenez en matrice ligne fermée, là, à ce moment, il n'y a plus de 3 petits points. Ici, vous connaissez l'existence de 3 petits points. Au-delà d'un certain rang, ben, c'est tout des zéros. Et c'est à partir du rang, au-dessus du rang 3, vous mettez tout des zéros. Au-dessus du rang 3, vous mettez tout des zéros. Bon, mais ici, on aura 3, moins 2, enfin 2, et moins 5. Donc vous voyez que c'est pas la même chose, c'est l'inverse. C'est l'inverse en écriture. Hein. Les positions s'inversent. En matrice ligne fermée, somme de produits, voilà, on écrit le coefficient du plus grand exposant ici, ensuite vous descendez. Donc c'est une écriture, on va dire, descendante. Alors pourquoi ça? Parce que le polynôme, on l'écrit généralement de manière en puissance descendante. On a la puissance 2 qui est à gauche, ensuite puissance 1, voilà, et puis voilà. Et donc on respecte ce 3, ce 2 et ce moins 5.
Voilà. Par contre, dans les suites, c'est tout le contraire. On va mettre moins 5, c'est moins 5 plus 2x plus 3x carré. Donc c'est une écriture des puissances qui sont ascendantes, montantes, ascendantes oui, ascendantes elles sont montantes de la gauche, pour celui-ci bien sûr, montantes de gauche vers la droite. Par contre là, elles sont descendantes de la gauche vers la droite, mais elles sont montantes de la droite vers la gauche, au niveau des puissances. Voilà. Alors ici, on demande de faire une division euclidienne par la potence. Je ne vais pas le faire, ben, je le ferai dans une vidéo si vous voulez, mais là, vous devez savoir faire la division par la potence. C'est la même chose que la potence dans R. Ici, vous avez compris que ce que je demande ici, c'est dans quelle structure vous allez travailler. Ben, en fait, voilà. Là, ici, on a un polynôme en la variable z. Donc, la variable z, vous êtes dans les complexes. Bon, est-ce sûr que vous êtes dans les complexes purs? Bien sûr, il est de degré n. Ici, c'est degré 5. Enfin, de degré n, on s'en fout. C'est un polynôme de degré n ici. Il y en a un qui est 5 et l'autre il est 3, on s'en fout de ça. Voilà. Donc il y en a un qui sera 5, polynôme un complexe, de degré 5 et l'autre un complexe de degré 3. Donc je pourrais écrire par exemple, il y aura un C5Z et un C3Z. Bon, maintenant, il y a un petit problème dans cette division, parce qu'il s'agit d'une opération de division. Alors je vous ai dit qu'on peut faire le plus moins fois diviser et prendre le, comment on appelle ça, l'exposant, qui est une série de multiplication. Voilà. Mais ici, on va travailler, bien sûr, non pas avec C pur, parce que là, ce serait une erreur, mais avec C star, parce qu'on doit enlever le 0, parce qu'on a affaire à une division. Donc ici, dans ce cas-ci, on va amputer l'ensemble des nombres complexes, bien sûr, du polynôme nul, 0. On ne peut pas diviser par 0 plus 0j. Donc, vous voyez que la structure ici, elle change. Hein, je ne veux pas travailler avec les complexes, mais comme on est en division, la division, je ne peux pas diviser par 0. Donc, on va travailler avec C star Z. Et voilà, j'ai mis deux polynômes ici, et on travaille ici en division avec C star Z. Alors, dont un est degré 5, et là, on va diviser par degré 3. Et là, je vous ferai la vidéo pour faire cette division-là dans une autre vidéo. Donc vous voyez que pour résumer la chose, on peut définir le polynôme suivant son degré, qui appartient à n d'office, voilà, son degré, par rapport à si on a un produit de une somme de produits, il faudra définir des indices, et ces indices appartiennent à un sous-ensemble de n. Ça, c'est déjà une chose. Une seconde chose. Une troisième chose, c'est que on peut manipuler des complexes de tous abords, c'est-à-dire à coefficient complexe, à coefficient réel, à coefficient rationnel, à coefficient dans z, à coefficient dans z star, c'est-à-dire on ampute z de son 0. Voilà, donc la structure va changer, parce que la structure de z n'est pas celle de z star. Hein. Bon, voilà. On va changer la structure. Voilà. Et donc, vous voyez que si la définition d'un polynôme va dépendre de tout ça. Alors maintenant, si vous définissez en tant que suite, là, à ce moment-là, les écritures vont même changer, parce que les écritures positionnelles changent. Elles s'interchangent par rapport à l'écriture positionnelle de matrice ligne fermée, qui est une somme de produits. Là, ça s'interchange. Donc vous voyez que les écritures ne sont pas les mêmes. Il faudra faire attention à tout ça. Et donc, mais les calculs seront du même abord. C'est pas parce que vous avez changé voilà, la position de l'écriture en matrice ligne fermée, voilà, que vous travaillez avec une matrice ligne ouverte, une matrice ligne fermée. Le tout, c'est de savoir, je veux dire, quelles sont les positions des coefficients. C'est juste ça. À partir de là, vous pouvez faire n'importe quel calcul, que ce soit une matrice ligne ouverte, une matrice ligne fermée. Vous pouvez faire des additions, des soustractions, des divisions, des puissances et tout ce qui s'ensuit. Alors, juste une dernière chose, je vous rappelle que la division, ici, c'est pas parce que vous êtes dans C que ça va changer. Les propriétés
que vous êtes dans R ou dans C, on a toujours les formules de la division euclidienne. On a le dividende est égal au diviseur de x fois le quotient de x plus le reste de x. Et ça, c'est valable que ce soit dans R ou dans C, on s'en fout. Donc si je travaille que des coefficients dans R, et puis tout d'un coup, bon, je décide de faire un calcul dans Z, là je travaille dans Z, ben, si vous travaillez dans Z, ben, vous allez manipuler non plus soit des rationnels de K sera C, l'ensemble C. K sera C, l'ensemble des complexes. Alors si vous manipulez des complexes, ben, vous aurez un polynôme, une application au polynôme à la variable Z. L'indéterminé sera Z, la variable sera Z, et donc Z est un complexe ici. Hein. Z appartient au complexe. Alors que là, le X, il appartient au réel. Voilà, c'est juste ça qui va changer, mais la division euclidienne, je veux dire, se fait naturellement pour l'un ou pour l'autre, suivant la formule que vous voyez. C'est un théorème, d'ailleurs, ça en fait un théorème fondamental de la division des polynômes, hein, c'est voilà, la division euclidienne. Alors, ça c'est en division. Alors, je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par le polynôme nul. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris en division, vous allez manipuler, bien sûr, Z appartenant, vous ne pouvez pas diviser par le polynôme nul. Donc vous allez extraire de l'ensemble des polynômes le polynôme nul, parce que vous ne pouvez pas diviser par le polynôme nul. Alors je rappelle encore une fois que le degré, et c'est vrai pour les complexes aussi, que ce soit pour le degré du diviseur est plus grand ou strictement plus grand que le degré du reste, ou inversement. Hein. Le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. Voilà, degré. Alors là j'ai mis x, mais je peux mettre z. Là j'ai mis x. Voilà, si vous travaillez avec des réels ou des rationnels ou des entiers, etc., vous pouvez mettre x. Mais si vous mettez des complexes, vous mettez z. Bon, et inversement, des degrés du reste est plus petit que le degré du diviseur. Mais maintenant, si je prends des complexes, je vais noter des R de Z, des diviseurs de Z. Bon, et alors il viendra un moment où je travaillerai avec les suites. Bon, dans un premier temps, je travaille avec des sommes de produits, mais ce ne sera pas toujours le cas. Hein. À un moment donné, je viendrai faire des calculs avec là, je travaille toujours en somme de produits pour l'instant. En somme de produits, je suis toujours en somme de produits, donc je travaille avec des matrices lignes fermées. Voilà. Mais viendra le moment où je travaillerai avec des matrices lignes ouvertes. Et je ferai des calculs avec les matrices lignes ouvertes, donc avec des suites. Je vous remercie.